pour nous, pour les fondateurs d'Hatha, et moi en particulier, la chose importante à notre époque, c'est d'acquérir une forme de calme, une forme de sérénité. Il y a de nombreuses raisons à ça, on va juste en évoquer quelques-unes. Nous sommes à une époque particulièrement agitée. Et beaucoup de gens qui viennent à nos ateliers de méditation ou au yoga en mouvement ou simplement aux conférences cherchent dans une forme de clarté et dans la démarche scientifique que je représente des moyens de comprendre à nouveau quelques fondements de leur vie. Et ceci n'est possible que si on s'arrête un peu. Si on prend un peu de distance par rapport à l'agitation, bien sûr, extérieure de la vie de tous les jours, mais aussi, bien sûr, l'agitation intérieure, l'agitation dans notre psychisme. Et d'ailleurs, selon moi, les deux sont intimement liés. Et donc, nos ateliers de méditation, par exemple, qui sont pour nous la source de Hatha, c'est un endroit où, à travers l'enseignement de certaines pratiques méditatives, à travers un enseignement pour comprendre la méditation, ses effets et ses implications, eh bien, la plupart des gens qui viennent, que ce soit des personnes de 25 ans ou des personnes de 80 ans, puisque toutes ces personnes viennent chez nous, il y a une quarantaine de personnes qui viennent régulièrement, toutes nous témoignent que dans leur vie, ils acquièrent un peu plus de sérénité. Donc, possibilité de prendre un peu de distance par rapport à ces problématiques, ou alors simplement de la distance par rapport aux relations conflictuelles éventuellement avec les autres, et puis la sérénité nécessaire pour réfléchir à des grandes questions. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la mort? Qu'est-ce que la conscience? C'est le sujet du jour. Est-ce qu'il y a une différence entre la pensée et la conscience? C'est quoi la nature des émotions négatives? Donc voilà ce qui nous intéresse. Et toutes les activités de l'association Hatha, aujourd'hui, ont comme but premier de se calmer, d'acquérir d'abord un peu de sérénité, d'où l'importance de se poser dans la méditation pour voir ce qui se passe. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, et c'est quelque chose que j'affirme, pour moi la méditation, en dehors de toute forme de dogmatisme nouveau, est la plus haute forme de science, puisque par la méditation, qui est le moment où on s'arrête un peu et on se regarde soi-même, on va apprendre à se connaître de manière extrêmement concrète. Et c'est l'acquisition d'une connaissance directe de soi, en dehors de toute théorie psychologique, religieuse, philosophique, scientifique. Voilà, donc c'est la base, et à partir de là, eh bien, on peut faire de nombreuses choses, mais toujours dans la sérénité, qui est pour moi le garant d'une conscience claire. Bon, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui méditent avec moi ou qui méditent ailleurs dans le monde, qui ne pratiquent pas un métier scientifique et qui pourtant partagent avec moi les valeurs de la clarté, de la sérénité, et à partir de là, comprennent que les grandes valeurs humaines sont la gentillesse, la bienveillance, le partage, par exemple. Donc la qualité, entre guillemets, de scientifique ne garantit pas l'ouverture à la méditation. Et je vais après expliquer en quelques mots pourquoi. Donc l'autre pendant de la question, c'est que oui, de pratiquer des formes de sérénité, de comprendre la différence entre la théorie de la pensée et l'observation directe, permet aux scientifiques, et je pratique une science expérimentale,
de découvrir des choses parce que j'essaye d'aborder mon travail sans idées préconçues, sans trop de carcans théoriques, même scientifiques. Parce que si on rentre trop dans un carcan théorique, et la science a de nombreux carcans théoriques, eh bien, on s'enferme aussi dans des formes de certitude qui, à mon sens, sont la source de beaucoup de violence sur Terre. Quand on est sûr ou quand on croit posséder des formes de vérité, l'expérience montre que souvent ça finit mal. Parce qu'après, bien sûr, on veut défendre la vérité, et pour défendre la vérité, on est même prêt à massacrer les mondes végétaux, animaux et les êtres humains. Donc toute forme de croyance qui naît en fait de la pensée et de la peur derrière génère ça. Et la démarche scientifique, si on n'y prend pas garde, peut également mener à ça. Je ne dis pas qu'elle mène toujours à ça, mais elle peut mener à ça, comme toutes les croyances qui sont peut-être nécessaires pour vivre, mais pour aller au-delà, pour se découvrir vraiment, eh bien des fois il faut laisser un peu ces croyances de côté pour découvrir quelque chose de nouveau qui n'entre pas dans le champ de sa croyance. Et ça, c'est un travail qu'on apprend dans la méditation. On y reviendra sûrement La conscience dont est capable un être humain, par exemple ici, être conscient, ça veut dire je sais que je suis assis sur ma chaise, je sais que j'ai la main gauche levée, je sais que je suis en train de parler, je sens même le vent là qui me caresse un peu le visage, et c'est agréable. Je perçois les gens autour de nous, et je peux même percevoir mes pensées et mes émotions. Oui, voilà, donc c'est une pratique. Et la définition risque d'enfermer la pratique de la conscience. Mais maintenant, je ne suis pas toujours dans cet état de conscience que je viens de décrire à l'instant. Souvent, j'ai une conscience qui est plus étriquée, plus petite. On dit, dans l'enseignement que je représente, qu'on est identifié à une petite partie de soi-même. Si je suis agacé, je ne suis plus conscient du vent frais sur mon visage, je ne suis pas conscient de la posture sur ma chaise, et je ne suis pas conscient des tensions éventuelles dans mon visage. C'est-à-dire que je suis à ce moment-là seulement encore présent et conscient d'une petite partie de moi-même. Et si on parle de la conscience du monde animal, elle existe, oui, mais elle est plus étriquée et différente que de l'être humain. Il existe une conscience du monde végétal, puisqu'il y a une interaction du monde végétal avec le monde, et certains, et c'est une idée qu'on peut creuser mais qu'on ne va pas développer ici, il existe probablement une conscience du monde minéral, le monde que j'étudie en sciences. Oui. Mais maintenant, quelle forme elle prend, ça c'est compliqué à définir. Mais toi, pour l'être humain, la conscience doit devenir d'abord une pratique. Et ensuite, on peut effectivement se reporter à certains enseignements de sagesse, des enseignements spirituels, qui décrivent des états de conscience. Par exemple, nous, dans notre vie de tous les jours, on connaît un état de conscience de sommeil profond. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas qu'on dort, c'est ça que je veux dire. Mais les gens à l'extérieur le savent, et on n'est pas mort. Donc c'est un état différent de la mort. Puis nous avons, tous les jours, nous connaissons un état de conscience de sommeil avec rêve. C'est un état de conscience différent. Et là, on est des fois, on le sait un peu. Nous avons tous fait cette expérience, des fois on sait qu'on rêve. Le matin, bon, ça dépend des gens, mais des fois on met un peu de temps, tu vois, à réintégrer, façon de parler, son corps, mais donc dans un état un peu liminal comme ça, encore un peu vaseux, oui, ou un peu dans les nuages. Et puis on est dans la conscience de veille habituelle, mais qui est, quand on pratique la méditation, qui est un état de conscience encore assez limité, puisque souvent mécanique, identifié à des petites parties de nous-mêmes. Et ce qui est très intéressant dans la pratique méditative, c'est qu'on apprend qu'il existe une possibilité d'aller un peu au-delà de cette conscience limitée. C'est de commencer à prendre conscience de sa posture, de quelquefois prendre conscience du fait qu'on respire,
de prendre conscience de l'effet que les autres et le monde fait sur nous. Et c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup appris en étant enfant. Et donc, enfant, on imite les parents et les éducateurs, et on est souvent mécanique, un peu endormi, c'est comme ça qu'on dit dans les spiritualités, hein, c'est un sommeil en fait, mécanique, mais on peut sortir de ce sommeil par des pratiques méditatives claires, qui doivent commencer à mon sens par des choses très simples. Je prends conscience de ma posture, je prends conscience de ma respiration, et à partir de là, dans une forme de calme, je peux aussi prendre conscience de mes pensées et de mes émotions. Et donc là, mon niveau de conscience est un peu plus élevé, puisqu'il est plus large. Et un jour, et c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est difficile, un jour on peut essayer d'entrer en relation avec les autres dans cette présence plus grande. Et ça garantit, de manière habituelle, des meilleures relations, une meilleure compréhension des autres et de moi-même, parce que je suis dans un état de conscience plus grand. Et beaucoup de nos difficultés relationnelles sont liées au fait que nous sommes très identifiés à des petites parties de nous-mêmes et que ces petites parties, après, on les projette sur les autres et ça crée quelques difficultés. Par exemple, mais il y a d'autres grands avantages. Et par exemple, dans la science, maintenant dans mon métier, si on est un peu plus présent face à l'observation de faits expérimentaux nouveaux, et en fait, ils sont toujours nouveaux, hein, parce qu'aucun fait expérimental n'est le même, même si c'est ce qu'on dit habituellement. C'est comment j'observe quelque chose avec l'esprit du débutant, comme si je l'avais vu pour la première fois. Et si vous regardez l'histoire des sciences, beaucoup de grandes découvertes ont été faites à partir de cet état de conscience différent. C'est « je connais rien, j'oublie toutes les théories, mes croyances sur ce que je pense être vrai ou pas vrai, et j'observe la chose de manière neuve aujourd'hui. » Et souvent, on découvre quelque chose qu'on n'avait jamais vu, alors que c'était juste sous nos yeux, mais comme nos yeux sont souvent plutôt mi-clos que très ouverts, on ne le voit pas. Et donc, regardez dans l'histoire des sciences, vous verrez, il y a de nombreux exemples autour de ça. Notre ami Albert Einstein en a parlé souvent. À notre époque, nous avons beaucoup à gagner à devenir des êtres humains de meilleure qualité, non pas, et c'est ça qui est important pour nous dans Hatha, pas à cause d'un dogme nouveau ou à cause d'une théorie nouvelle ou d'une philosophie à la mode, mais parce qu'on se perçoit tel que l'on est, et à partir de la perception, on peut choisir de plutôt vivre à partir des instincts qui montent dans notre psychisme et qui sont à la source en fait de nos émotions négatives, c'est un peu la conférence de mardi, ou alors avec ce que nous savons tous aussi de nous-mêmes, c'est qu'il y a une dimension vraiment humaine en nous, mais qui souvent est masquée. C'est la dimension de la bienveillance, du calme, de l'ouverture aux autres, de la clarté, de la gentillesse et du partage. Et c'est, selon moi, ce qui fait de nous véritablement des êtres humains. Mais à notre époque, les qualités que j'ai citées ne peuvent pas être de nouveaux conditionnements. Parce que pour des raisons aussi que je ne peux pas développer ici, les conditionnements créent une pression en nous. Et les pressions, tôt ou tard, créent de la violence. Donc, comment je peux devenir gentil sans être idiot? Comment je peux partager tout en restant moi-même et en nourrissant, me nourrissant moi-même et les miens? C'est pour ça que la méditation seule ne suffit pas. Il faut aussi comprendre. Il faut étudier des enseignements. Il faut partager avec les autres. Parce que ce dont nous parlons là n'est pas si simple. Ce n'est pas un fourre-tout comme ça, vague. On médite et tout va bien. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que les chemins méditatifs et les enseignements associés sont des chemins qui se parcourent pendant des années et des années, et d'ailleurs pas seuls, avec des amis et en lien avec des enseignements véritables. Donc, vous voyez, il y a des conditions. À l'instar de beaucoup d'autres qui ont expliqué ce que je vais dire maintenant, le seul endroit où on peut changer l'être humain librement, sans créer de nouvelles pressions, de nouveaux dogmatismes, de nouvelles croyances, c'est dans le travail de changement personnel.
On ne peut pas changer le monde sans se changer soi-même. Si on y réfléchit, c'est impossible. Surtout en respectant la liberté. Si vous avez une théorie sur le monde et vous voulez l'imposer aux autres, de quoi je me mêle? Pourquoi est-ce que les autres devraient suivre ma théorie, ma soi-disant vérité sur l'économie, sur la politique, sur l'écologie? Non, non. La manière non violente de changer le monde, c'est d'abord de se changer soi-même dans ce que tu as dit, d'abord dans l'acceptation. Et dans l'acceptation, il y a le mouvement de transformation. L'acceptation, ce n'est pas la mollesse et ce n'est pas la démission. Dans l'acceptation réelle, il y a l'enthousiasme de l'action. Mais il faut d'abord être dans l'acceptation, c'est-à-dire voir les choses comme elles sont. Parce que si on ne passe pas par l'étape voir les choses comme elles sont, et c'est là que c'est une démarche scientifique, tout de suite on plaque une théorie, on plaque nos croyances, nos traumatismes, notre manière de penser sur ce qu'on voit. Et donc on ne le voit pas en réalité. On croit voir quelque chose. Donc pour voir les choses telles qu'elles sont, même dans le domaine scientifique, il faut essayer de voir les choses dans le calme et en essayant de faire la part entre ce que je vois et tous les autres mouvements en moi. Et c'est ça l'acceptation. Mais si on le fait et qu'on voit qu'il y a un danger, quelque chose qu'on peut changer, on est tout de suite dans l'action possible. Donc, la gentillesse, l'acceptation du réel est le vrai berceau libre de l'enthousiasme de l'action. Mais on est obligé de passer d'abord, j'accepte les choses comme elles sont. Si on ne le fait pas, il est sûr que c'est la mécanique de ce que nous sommes, donc du passé, qui s'impose et qui est la source de ce que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Destruction de l'environnement, risque de disparition de l'humanité, etc., etc. C'est ça, selon moi, mais je ne suis pas le seul à le dire, la véritable source. Donc, pour arrêter ça, on peut agir, hein. Moi je soutiens, ATA, nous soutenons des organisations écologistes, des gens qui travaillent avec les enfants. Nous-mêmes, nous accueillons chaque année des enfants de Tchernobyl. Vous savez, il existe une association des enfants de Tchernobyl. Nous soutenons les actions, mais on ne se fait pas d'illusions. Le changement réel et profond n'est possible que si je me change moi-même, si moi-même je deviens un homme bon. Vous voyez ? Parce que je n'ai pas cette prétention, un peu folle en réalité, ah, j'ai trouvé une théorie, un truc qui me plaît, et je vais l'imposer aux autres. Imposer quelque chose aux autres, même la plus belle des théories, c'est un mouvement violent, non libre, qui va entraîner son lot de souffrance et de destruction. Je ne peux pas me laisser écraser par le rouleau compresseur si moi-même je suis présent. Beaucoup de gens qui militent dans les domaines qui sont représentés ici ont des fois tendance à se plaindre, tu vois, à avoir de la colère, c'est-à-dire à laisser les instincts animaux prendre le dessus. En faisant ça, ils participent à la violence. Donc face à la violence du monde extérieur, la première chose que je peux faire, c'est d'abord moi, de ne pas rajouter quelque chose de violent, et à partir de cet endroit de sérénité, alors je peux participer à moins de violence. Mais comment est-ce qu'on peut être non violent si je réagis et si j'ai des émotions négatives, si je me mets en colère, si je déprime, si je suis révolté par quelque chose? Tous ces mouvements, il faut les voir, ces mouvements sont liés à nos instincts et participent de la violence. C'est ça qu'apprend la méditation. Mais il faut, je suis au courant que peut-être même ici, il y a des gens qui ne comprennent pas cette idée. Mais il ne s'agit pas de la comprendre, il s'agit de la pratiquer dans la méditation. Et un jour, on voit ce mouvement de violence, d'accord, de ses propres émotions, qui ensuite s'imprègnent dans le monde. Donc quoi qu'on fasse, surtout face à la violence extérieure, la première chose que je peux faire, c'est d'abord moi, je reste calme, et ensuite j'agis. Mais à partir du calme, de la sérénité et de la clarté. En aucun cas on oppose méditation et action. Pas du tout. Sachant que la méditation est déjà la première étape de l'action. C'est la véritable action à partir de la liberté et du calme intérieur. C'est ça la proposition. Et plus on est dans des pratiques méditatives, plus un jour même dans la vie de tous les jours, même quand je parle,
Je peux le faire à partir d'un état de calme intérieur et pas identifié, pas en colère, etc. Il y a même des partis politiques aujourd'hui qui se réclament de la colère. Vous voyez? Il faut bien réfléchir à ça, ce que ça implique. Vous voyez? On ne peut choisir que quelque chose qu'on a vu, mais directement. Beaucoup de gens ont entendu dire, à travers une théorie ou une autre, ou de leur religion, qu'il faudrait bannir certains aspects animaux. L'enseignement que je représente ne dit pas ça du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de « il faut », il n'y a pas de ça. Non, non. Observe les mouvements en toi et décide. Il y a des moments où c'est bien de laisser le mouvement animal de l'avidité pour manger, tu vois, comme il fait là, parce que c'est le bon moment. Et quelquefois, non. Quelquefois, lorsqu'on est... je vois mes étudiants là maintenant devant moi, pendant un cours de chimie, il vaut mieux qu'ils soient attentifs et qu'ils écoutent plutôt qu'ils commencent à manger. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mais il faut le percevoir directement. Et à ce moment-là, on peut discriminer en soi-même et choisir en fonction d'une seule chose, de son but. Si son but, c'est de se comporter dans sa vie juste comme le mouvement animal qui est très présent en nous, alors faites ça. Si votre but, c'est d'être véritablement humain et que votre aspiration, c'est le partage, la bienveillance, l'humilité et d'autres qualités, c'est votre but. Alors comment vous faites dans votre vie pour laisser une place sans aucun refoulement à la dimension animale et nourrir l'ange, c'est comme ça qu'on dit, hein. Mais c'est ça le choix. C'est la liberté à partir d'une connaissance directe de soi. Donc dans l'enseignement que je représente, il n'y a pas de notion de bien et de mal que en fonction de notre propre aspiration personnelle qui au départ est celle qu'elle est et qui évolue d'ailleurs, hein, au fil de la vie souvent, en fonction de notre propres expériences, de notre propre étude et de notre propre chemin méditatif. Mais le bien et le mal ne peut se définir que en fonction du but. Ou sinon on est à nouveau, tu vois, dans un mouvement dogmatique, religieux ou que sais-je. Et ceci ne m'intéresse pas.